Bon, bonsoir à tous, merci André pour l'invitation. Donc je vais donc essayer de vous donner un message clair sur l'anatomie du réseau veineux pelvien de la femme. Donc parce que c'est un réseau qui est assez complexe. Alors s'il y a des anatomistes purs dans la salle ou qui regarderont le film sur la plateforme internet, il faudra m'excuser. Mais l'idée c'était vraiment de vous donner un message digeste et il y aura peut-être quelques simplifications par rapport à l'anatomie réelle. Donc globalement, il faut savoir que le réseau veineux pelvien, il y a trois grands axes, l'axe veineux fémoro-iliocave, l'axe de la veine gonadique et l'axe de la veine iliaque interne, et que ces trois grands axes princeps qu'on va détailler sont reliés par plusieurs points de communication. Alors, le plus simple, c'est l'axe veineux fémoro-iliocave, avec deux défilés vasculaires à connaître. Le défilé aorto-mésentérique, donc on en a parlé déjà précédemment, où la veine rénale gauche, en fait, peut être dans sa forme classique, prise en pince par l'artère mésentérique supérieure. On appelle ça le nutcracker syndrome. Il y a un deuxième défilé vasculaire, donc qui est le défilé lombo-aortique, où la veine iliaque primitive gauche peut être comprimée par l'artère iliaque primitive droite, et ce qu'on appelle le syndrome de Coquette. Les veines gonadiques, donc on va s'intéresser aux veines ovariennes. De l'anatomie modale, c'est une veine ovarienne droite qui va se jeter dans la veine cave inférieure et une veine ovarienne gauche qui va se jeter dans la veine rénale gauche. Elles sont valvulées et donc en connexion avec le plexus veineux pampiniforme. Et cette veine, ce réseau veineux gonadique, est déjà en lui-même un carrefour anastomotique avec notamment la veine utérine et la veine du ligament rond. Mais finalement, l'anatomie la plus complexe et peut-être, je pense, la plus importante pour appréhender cette pathologie, c'est le réseau veineux iliaque interne, où classiquement on distingue les branches viscérales et pariétales. Donc, pour les branches viscérales, ce sont des troncs viscéro-valvulés, avec une veine vésicale, une veine utérine. Des veines rectales aussi. Il y a des branches pariétales, glutéales supérieures, inférieures et obturatrices. L'obturatrice, c'est la première qui part ici. Et on a arbitrairement décidé de mettre à part la veine pudendale interne, parce qu'on va beaucoup en parler, car elle est capitale pour comprendre un petit peu la physiopathologie. Et au sein même de ce réseau veineux-iliaque interne, il y a de multiples points de communication qu'on va essayer d'aborder. Donc très rapidement, le réseau veineux vésical, en fait, il est issu du plexus veineux vésical et se draine dans sa forme modale directement dans la veine iliaque interne. Le réseau veineux utérin valvulé se draine vers la veine iliaque interne, donc il est représenté ici. Mais on voit déjà qu'en lui-même, c'est vraiment un carrefour veineux qui relie le réseau veineux ovarien pampiniforme, la veine du ligament rond, donc non représentée ici, et les veines cervico-vésicales et cervico-vaginales. Donc le réseau veineux utérin est très important parce que c'est vraiment un point de communication aussi essentiel. Le réseau veineux anorectal, donc des veines hémorroïdaires inférieures qui sont responsables des hémorroïdes dites externes, en communication avec les veines rectales inférieures et moyennes et qui vont se drainer dans le réseau veineux iliaque interne. Et donc notre fameuse veine pudendale interne, inconstamment valvulée, qui est initialement un trajet extra-pelvien, puis périnéal, puis pelvien. Et c'est un axe d'affluence de veines à valvuler viscérales et du plancher périnéal. Donc elle va recevoir des affluences vésicales, clitoridiennes, vulvaires, hémorroïdaires et même périnéales. Et donc cette veine pudendale interne, qui a un long trajet dans le pelvis, reçoit des afférences multiples et c'est vraiment le carrefour anastomotique à ne pas méconnaître, notamment dans la prise en charge. À partir de cette anatomie déjà complexe, vont se rajouter des connexions coronales, donc droite-gauche, entre les réseaux droit et gauche, des connexions homolatérales, donc des connexions antéro-postérieures, et évidemment on peut avoir des connexions croisées à partir de ces deux modalités. Si on s'intéresse à l'anastomose uniquement pelvienne, du réseau veineux pelvien, on va avoir des connexions coronales qui peuvent se faire via les veines périutérines, avec ici une grosse veine ovarienne gauche, qui je vous ai dit peut communiquer avec le réseau veineux utérin, et ce même réseau veineux utérin peut communiquer avec le côté contralatéral. Ça peut aussi se faire via le réseau rétro-symphysaire ou via des veines de la concavité sacrée, donc des connexions coronales qui peuvent être multiples.
pour ces connexions intrapelviennes homolatérales, donc d'avant en arrière, et bien on a vu que les veines utérines, vésicales, hémorroïdaires inférieures et notamment via cette veine pudendale interne sont le plus fréquemment reliées entre elles, et donc il y a une vraie connexion d'avant en arrière. Alors tout cela finalement pourrait rester assez simple si on ne rajoutait pas la possibilité de communication extrapelvienne. Et c'est ce que le docteur Chiriconi vous a présenté avant, c'est que des varices pelviennes peuvent retentir sur les membres inférieurs via donc des communications extrapelviennes avec la veine saphène interne, notamment via la veine pudendale externe, la veine obturatrice ou la veine épigastrique superficielle directement en communication avec la veine du ligament rond, et avec les veines fémorales profondes, notamment donc ces veines glutéales inférieures et supérieures, branches de la veine iliaque interne, qui, via des arcades circonflexes latérales et médiales, donc, vont se connecter avec le réseau veineux fémoral profond. Au total, si on additionne ces communications pelviennes et extrapelviennes, finalement on va distinguer trois grands axes. Un axe antérieur, notamment via la veine obturatrice et pudendale externe, qui vont rejoindre le pudendale interne, pardon, qui va rejoindre la veine pudendale externe et la crosse de la saphène, et la veine du ligament rond, en connexion avec la veine utérine, donc le réseau véno-ovarien, qui va rejoindre la veine épigastrique superficielle. Un axe inféro-interne, ou des veines vulvaires, qui sont responsables de ces fameuses varices vulvaires superficielles internes qu'on a citées, qui vont communiquer avec la veine saphène interne. Et enfin, un axe postérieur, où ces veines glutéales supérieures et inférieures, donc ces branches pariétales de la veine iliaque interne, qui peuvent donner des varices superficielles postéro-externes, parce qu'elles sont en communication avec la veine fémorale profonde. Donc au total, vous avez compris que l'anatomie elle est complexe, mais elle est capitale, notamment si on veut planifier une prise en charge angiographique. Et avant cela, pour mettre en place les explorations complémentaires, rechercher les points de fuite qu'on vous a cités, les reflux périnéaux, et pour aborder la thérapeutique de façon sereine et la plus optimale pour la patiente. Voilà, merci pour votre attention.